Alors, une fois qu'on a dit ça, une fois qu'on est convaincu qu'il faut être sur les marketplaces, ou qu'on y est déjà, mais qu'on n'a pas les résultats attendus, quand j'ai la plupart de mes prospects, chaque fois que je les ai en ligne, ils ne sont pas contents du résultat, ils ne sont pas contents de la croissance, ils ne savent pas pourquoi, comment. La première des raisons, et très souvent, c'est en fait qu'ils n'y mettent pas les moyens. C'est-à-dire clairement, ils y sont allés à reculons. Et ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, ils n'ont pas investi le temps ni l'argent qu'il fallait pour, effectivement, prendre une place sur Amazon, qui n'est pas la place de leader, mais qui est une place, en tout cas, de communicant, de communication et de croissance. Donc, on va essayer de voir 8 points qui sont vraiment essentiels pour réussir, en fait, sur les marketplaces. Le premier, c'est ce qu'on appelle des fiches produits. Faire des belles fiches produits et des fiches de qualité. Pourquoi? Parce que ce sont les points majeurs en fait, de visibilité. Il y en a 3 en fait, sur Amazon. Je vais prendre Amazon comme exemple parce que c'est celui qui est le plus complet. Mais globalement, tout ce que je dis sur Amazon est reportable ou à mettre en place aussi sur n'importe quel autre marketplace, avec les possibilités de chacune des marketplaces, puisque chacune des marketplaces a son propre moteur, a son propre outil, et va avoir des possibilités différentes selon effectivement le logiciel qu'ils utilisent pour monter leur marketplace. Mais globalement, les points forts, c'est le détail de la fiche produit, c'est-à-dire comment faire une fiche produit de qualité, les images visuelles, et puis quand c'est possible, c'est-à-dire qu'Amazon, on peut le faire, ce qu'on appelle contenu à plus ou du marketing à améliorer. Sur Cdiscount, ça existe aussi. Sur les autres, le Roi Merlin et consorts, c'est plus difficile, ça n'existe pas encore, mais ça évolue. Pourquoi en fait ces 3 points sont majeurs? En fait, l'intérêt d'avoir des fiches de qualité, c'est que tout simplement, l'acheteur, il n'a pas 500. C'est comme sur votre site web. C'est-à-dire que globalement, il n'en a plus qu'un, c'est la vue. Donc, il faut réussir avec la vue, globalement, à remplir tous les cases pour qu'il achète chez vous plutôt que chez le concurrent. La deuxième chose, c'est que la sélection d'un produit se fait en moins de 3 secondes. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous, sûrement sur Amazon, quand vous sélectionnez, vous cherchez un produit, vous ne restez pas plus de 3 secondes sur une fiche produit. Donc, il faut qu'en 3 secondes, on est convaincu, on va dire, le client de rester sur la fiche produit pour aller voir plus loin. La deuxième chose, c'est que la proportion des achats sur Internet, elle est maintenant faite à 50% sur smartphone. Donc, sur smartphone, il y a une étude qui est sortie qui prouve que en fait, les gens ne vont pas plus loin que les images sur la sélection de leurs produits. C'est là où les visuels et les images que vous mettez doivent être de qualité, doivent même intégrer idéalement déjà votre storytelling pour pouvoir accrocher effectivement tous ces gens qui sont sur smartphone par rapport à vos concurrents qui vont laisser simplement des photos de mauvaise qualité ou des photos tout court de produits. Donc, ces 3 points-là, c'est vraiment très important, c'est de construire sa fiche produit, prendre le temps d'en faire quelque chose de qualité avec les codes effectivement des marketplaces. Les codes des marketplaces, donc c'est penser que celui qui va découvrir votre fiche ou votre titre, il va le faire en 1 seconde ou en moins de 3 secondes pour le détail de la fiche. Donc il faut être capable de faire une rédaction qui d'abord attire l'attention. Là, c'est du storytelling ou du writing, c'est-à-dire ça va être la capacité que vous avez à mettre en avant, soit en gras, soit en capital, un certain nombre de choses pour que ça soit visible et visible rapidement. Et puis la même chose, travailler ces visuels pour qu'ils soient adaptés au marketplace, ce qui ne sont pas du tout les mêmes que ceux que vous avez sur votre site web. Donc travailler vraiment ces points-là. La deuxième chose qui est importante, c'est tous les mots-clés. Ces moteurs, ces sites ne fonctionnent que par algorithme. Il n'y a quasiment plus d'humain derrière, ce n'est que de l'algorithme qui va effectivement mettre en avant telle fiche produit ou telle fiche produit. Ces algorithmes, ils fonctionnent tous à la base avec des mots-clés. Il y a d'autres choses qui rentrent dedans, mais avec des mots-clés. Ces mots-clés, il faut effectivement bien savoir les choisir, parce que globalement, c'est ce qui va mettre votre fiche en avant par rapport à ces mots-clés. Et c'est surtout, c'est qu'un des seules actions qui est gratuite sur les marketplaces. C'est ce qu'on appelle le SEO naturel. Le référencement naturel, il est complètement gratuit. La difficulté dans l'utilisation des mots-clés, il va être différent selon qu'on soit sur un produit qui est en lancement ou sur un produit qui est effectivement déjà mature et qui est à un historique sur ces marketplaces. Quand on est en phase de lancement, il faut bien savoir qu'un mot-clé, même si vous le prenez, vous mettez plusieurs fois dans votre fiche produit, le moteur, l'algorithme ne le prendra pas en compte parce qu'en fait, votre fiche est trop neuve. Un algorithme type Amazon, c'est entre 4 et 6 mois pour prendre en compte, prendre
l'ensemble des référencements des mots-clés qui existent sur vos fiches produits. Et il va privilégier les fiches avec de l'historique pour tout ce qui est mots-clés génériques, c'est-à-dire les plus demandés. Donc en fait, quand on crée une fiche produit au départ, il va falloir mettre dedans les mots-clés qui sont les mots-clés les plus génériques de vos produits, mais aussi ce qu'on appelle la longue traite pour tout simplement augmenter et permettre de vendre en fait le plus tôt possible, puisque c'est quand même l'objectif, au travers effectivement de ces moteurs. Donc, globalement, quand on construit, quand on a l'inverse, quand on a une fiche produit qui est existante, il faut là aussi, idéalement, se servir d'outils, mais même Amazon, avec sa barre de recherche, permet de faire un certain nombre de recherches sur les mots-clés les plus recherchés, puisque dès que vous tapez l'auto-remplissage, va vous donner en fait les phrases ou les mots les plus recherchés en fait sur Amazon. Et il faudra optimiser ces fiches de la même façon, en sachant que le SEO, sur une fiche Amazon, il va être pris uniquement sur le titre et sur ce qu'on appelle les bullet points ou les détails de la fiche produit. Il ne va pas aller chercher ailleurs. Et s'il va aller chercher ce qu'on ne voit pas en tant qu'utilisateur final, qui sont ce qu'on appelle les mots-clés génériques, qui sont au moment où vous créez votre fiche, vous avez 250 caractères pour mettre les mots-clés les plus recherchés sur vos produits. Donc, c'est les trois seuls endroits, entre guillemets, où le moteur va aller chercher l'information. L'autre partie qui est de plus en plus importante et qui a de plus en plus de place dans n'importe quel moteur et algorithme, ce sont les avis. Amazon, dans sa dernière version de son algorithme, c'est vrai, bien sûr, l'algorithme en lui-même, a renforcé en fait la place des avis, tout simplement, dans le coefficient global de son moteur de recherche pour afficher vos produits. Donc les avis, en fait, il y en a sur Amazon, il y en a deux, il y a ce qu'on appelle les avis sur la fiche produit et les avis de fournisseurs. Les deux sont à prendre en compte et à surveiller de très près. Les avis sur la fiche produit, pourquoi? Parce que c'est ce qui va être visible en premier par tout simplement l'acheteur. Et c'est ce qui va faire que entre deux fiches produits équivalentes, de produits équivalentes, Amazon va mettre en avant celle qui a le plus d'étoiles, plus d'avis, mathématiquement. Et puis la deuxième, c'est ce qu'on appelle les avis fournisseurs. Et eux, ils vont permettre ce qu'on appelle la réassurance auprès en fait, de l'acheteur. C'est-à-dire qu'une fois que l'acheteur a choisi un produit, s'il voit que le fournisseur a une très mauvaise cotation, forcément, il va passer à un autre produit ou chez votre concurrent pour acheter la même chose. Donc, les deux sont effectivement très importants, sauf que les clients online sont de plus en plus sollicités par tout le monde pour donner des avis. Et là où avant, on avait un taux à peu près de 5% d'avis par achat, par rapport au nombre d'achats, aujourd'hui, il est descendu en dessous de ça, et voire parfois, il y a moins de 2%. Parce que tout simplement, il y a beaucoup trop de demandes d'avis et les gens vont tout simplement ras-le-bol. Donc, le donne. Alors, quand on veut avoir des avis positifs, en fait, c'est pas simple. C'est un travail de longue haleine et qui va passer par un certain nombre de petits points qui sont très importants. Le premier, c'est quand on fait de la vente en ligne, les gens sont habitués à de l'instantané quasiment. En tout cas, ils se veulent de l'instantané. Et Amazon est habitué du 24 heures, 48 heures. Donc, de toute façon, les gens sont habitués à ce rythme-là. Et sur Amazon, en fait, quand vous avez un message client, il faut être capable d'y répondre dans les 24 heures. Pourquoi y répondre dans les 24 heures? Un, parce que c'est mesuré par Amazon. Et la deuxième chose, surtout, c'est que les gens qui posent des questions, qui font des messages, ce sont les gens qui sont le plus naturellement prêts, après l'achat, à donner un avis. Donc, ce sont des gens qu'il faut chouchouter. Il faut chouchouter en leur répondant et en attendant les réponses et en suivant la discussion. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas d'une seule réponse. Si quelqu'un a un problème, il faut lui répondre jusqu'à ce qu'il ait résolu son problème. Et même s'il ne répond pas, il faut lui demander si on a résolu son problème. C'est bon, vraiment, c'est de la communication équilibrée. Du b.a.-ba, mais sur Internet, les gens pensent que s'ils envoyaient un message, en fait, c'est que la personne a compris. Combien de fois chez mes clients, sur un problème de livraison, on a répondu, si le colis a été livré, en donnant le numéro de suivi, le bon, le démarquement, et puis le service client de mon client ne suit pas derrière, et on se prend ce qu'on appelle une garantie à Z, c'est-à-dire une contestation sur le fait qu'on n'a pas reçu. C'est ce qu'il y a de pire sur un compte Amazon, c'est ce qu'on appelle les contestations à Z, c'est-à-dire quand un client dit non, c'est en gros, ce vendeur est un voleur, je n'ai jamais eu le produit. Donc, la façon d'éviter ce genre de choses, c'est tout simplement d'aller jusqu'au bout et de faire un deuxième message en disant est-ce qu'on a résolu votre problème ou pas? Tout simplement, c'est du b.a.-ba, mais souvent on oublie de le faire. Et ce b.a.-ba, même si le client derrière est un mauvais coucheur et
va faire une réclamation ou demander une annulation, au moins, vous aurez les preuves face à Amazon pour que ça ne détruise pas vos KPI, donc vos indicateurs de qualité pour Amazon, et ainsi vous permettre d'éviter d'avoir un risque de fermeture de compte, puisque Amazon surveille extrêmement la qualité de ses vendeurs. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de systématiser avec les outils d'Amazon ou avec des outils externes la relance en fait, de tous les clients qui achètent. Là aussi, il faut effectivement ne pas hésiter à acheter un outil externe, c'est vraiment pas très cher, pour qu'il relance, non pas comme le fait Amazon, c'est-à-dire 24 heures après ou 48 heures après, mais plutôt une semaine, voire sur certains produits, mais je relance chez mes clients, je relance à plus de 15 jours, parce que ce sont des produits qui ne sont pas utilisés au quotidien, parce que ce sont des produits qui vont nécessiter un délai. Par exemple, j'ai un client, c'est du complément alimentaire. Le complément alimentaire, c'est des cures de 1 mois. Si je demande au bout de 3 jours à la personne, est-ce que globalement, vous êtes content du produit, globalement, celui qui est gentil va dire oui, mais globalement, il y a quand même 99%. Personne ne répond parce qu'il n'a pas encore vu l'effet. Si à l'inverse, je lui demande au bout de 3 semaines, celui qui est content va répondre. Ou en tout cas, il y a plus de chances. Donc, c'est là où les outils en fait, externes permettent d'avoir une relance en fait, plus en adéquation avec son type de produit que l'automatisme, on va dire, d'Amazon. Enfin, la dernière façon de faire, c'est surtout quand on lance des nouveaux produits, en fait, dans l'algorithme, à l'algorithme d'Amazon, il a besoin de 10 avis pour considérer que votre fiche est optimale en termes de qualité. Maintenant, si c'est 10 avis avec une note de 5, c'est mieux. Si c'est 10 avis avec une note de 4, 5, ça va encore. De 4, ça va encore. De 3, 5, ça va encore. En dessous de 3, 5, c'est même pas la peine. Ça veut dire, au contraire, il va dégrader votre fiche dans les résultats de recherche. Donc, il faut être au-dessus de 3, 5 de toute façon, idéalement au-dessus de 4. Mais bon, après, ça dépend. On va avoir des mauvais coucheurs, on va avoir des problèmes de produits. En tout cas, il faut prendre en adéquation ça. Et ils ont un programme qu'on appelle Vine. C'est un programme en fait où ils ont un panel de testeurs où on va en fait offrir les produits que Amazon va envoyer en fait à ces testeurs-là et qui vont tester et c'est visible dans les commentaires parce que c'est marqué avis club testeur Amazon Vine. Mais en tout cas, c'est visible que si la personne va voir les commentaires. Dans la recherche elle-même, on aura 5 étoiles ou 10 étoiles avec 4,5 de notes. Ça peut être que du Vine derrière, c'est-à-dire des testeurs payés par, entre guillemets, le côté produit offert, mais ça ne sera pas visible sauf si la personne va l'attendre. Donc, c'est très important au départ d'arriver le plus vite possible à ces 10 avis, parce que c'est ces 10 avis, en tant qu'on est en dessous, en fait, on a un moins quelque part dans le moteur de recherche. Donc, il faut y arriver le plus vite possible. Et le programme Vine, il permet effectivement d'aller chercher ces avis auprès d'un panel de testeurs. Il y a eu pendant des années des faux avis, c'est-à-dire notamment des boîtes chinoises, pas forcément parce que je pense que la législation était plus compliquée pour Amazon d'aller les attaquer, qui généraient des faux avis, mais alors par multitude. Amazon a fermé plus de, à l'époque, 600 comptes, c'était il y a 2 ans, pour stopper ça. 600 comptes de vendeurs, de sellers. Et aujourd'hui, ils sont extrêmement attentifs à tout ce qui est faux avis. Et c'est un des. Se lancer là-dedans, c'est le risque très clair de se faire fermer son compte extrêmement rapide. Donc, je déconseille, mais alors à 100%. Sur le programme Vine, juste pour finir, Amazon prend un coût, ça dépend des mois, parfois ils l'offrent, et autrement, ils prennent un coût d'inscription et de gestion qui est de 170 € par produit que vous envoyez. Donc, en fait, le programme Vine, ça vous coûte 170 € d'inscription à Amazon, plus le coût en fait, d'offrir vos produits à vos clients, à vos testeurs. Si on continue, promouvoir ces produits, oui. La visibilité d'une fiche, elle est prépondérante sur Amazon, car de toute façon, si vous n'êtes pas visible, personne n'achète. C'est compliqué, c'est aussi simple que ça. Donc, il faut savoir qu'il y a globalement 150 millions de produits sur Amazon France, qui a à peu près 13 000 vendeurs tiers. Donc, les vendeurs tiers, c'est des gens qui ont vendeurs sur Amazon. En plus d'Amazon, il ne faut pas oublier qu'Amazon, c'est ce qu'on appelle une plateforme hybride, c'est-à-dire qu'Amazon achète et revend elle-même comme une grande distribution. Alors, il faut savoir que maintenant, la marketplace fait plus de 60% du volume du chiffre d'affaires d'Amazon. Ce n'était pas le cas il y a 10 ans où c'était 5%, 10%. Donc, globalement, aujourd'hui, ils focalisent beaucoup plus sur la marketplace que sur leur propre achat-revente. Tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus générateur de chiffre d'affaires avec beaucoup moins de risques. Globalement, quand ils achètent et qu'ils revendent, ils prennent le risque
l'acheter et le vendre. Quand ils font de la marketplace, ils prennent aucun risque, puisque de toute façon, vous êtes payé que quand vous avez vendu. Et en plus, le stock vous appartient, même s'ils sont dans leur entrepôt. Donc, de toute façon, le risque est égal à zéro. C'est juste un service, il y a une technologie et de la marge. Donc, globalement, une autre chose qu'il faut savoir, c'est que, alors je n'ai plus les stats en tête, mais si vous êtes dans la première page, vous avez X% de possibilités d'achat. Si vous êtes en deuxième page, ça dégrade de 30%. Si vous êtes en troisième page, de 30%. Si vous êtes en quatrième page, vous n'avez aucune chance de pouvoir vendre votre produit. Donc, il faut très clairement, en permanence, prévoir de la promotion. Il y a différentes façons de le faire. La première, on a parlé du SEO tout à l'heure, qui est en fait le référencement naturel par mots-clés. Eh ben, on va pouvoir s'appuyer sur ce qu'on appelle le SEA, qui lui est son opposé, c'est-à-dire c'est quand vous payez pour acheter des mots-clés. Tout simplement. Ce SEA, ce qui s'appelle le pub ou le retail media, c'est à la mode de retail media en ce moment, c'est 3 types de publicités qui permettent effectivement de rendre son produit visible sur les premières pages, selon les mots-clés effectivement qu'on a achetés. Donc, soit à partir de mots-clés, soit à partir de catégories. Et soit une dernière nouveauté, c'est qu'Amazon a lancé ce qui à l'époque était réservé encore aux grands publicitaires ou aux grandes entreprises. Elle a mis à disposition en fait les audiences, alors la base d'audience en fait d'Amazon, qui va permettre de cibler en fait des clients parce qu'ils ont acheté par exemple le produit concurrent il y a 6 mois, ou parce qu'ils ont tel âge à tel âge, ou parce que leurs centres d'intérêt sont ceci. Donc on va avoir des audiences qui sont en fait la base marketing et d'analyse en fait d'Amazon, qui est mise à disposition maintenant pour un certain nombre de pubs, notamment des pubs vidéo, qui vont permettre d'aller cibler l'audience. Donc ça, c'est nouveau et c'est très puissant, mais en même temps, pas aussi simple à mettre en place que ça. Il faut juste savoir une dernière chose. Tout ce qui est en fait enchère sur les mots-clés, ça fonctionne ce qu'on appelle le coût par clic. C'est-à-dire en fait, vous ne payez que quand quelqu'un clique en fait, sur votre publicité. Sauf que le coût par clic, c'est déjà enchère. Donc en fait, quand vous paramétrez une pub sur Amazon, vous allez définir pour chaque mot-clé quel prix vous êtes prêt à mettre. Et c'est selon celui qui a le meilleur prix qui va prendre globalement la position. Le fait qu'il y ait de plus en plus de grands groupes, notamment, qui viennent faire de la pub sur Amazon, fait que ces coûts par clic, en fait, ils augmentent. Là où avant, on avait encore des choses qui permettaient, on va dire, d'être atteignables, on va dire, par des PME, des budgets globalement atteignables. Aujourd'hui, on peut avoir sur certaines périodes, j'ai vu par exemple le mot crème de jour être à 26 € le clic. Quand vous vendez un produit à 20, 22 € ou même à 40 €, clairement, vous n'avez pas la capacité ou les moyens d'aller payer un mot-clé à 26 €. Donc, globalement, vous allez chercher d'autres axes, d'autres façons de faire pour optimiser votre. Mais voilà, il faut savoir donc, que ce sont des enchères inversées, des enchères, et que donc, il faut savoir là aussi très finement piloter sur quoi on va aller effectivement chercher ou positionner ces produits. Vous avez ensuite les ventes flash. Les ventes flash, c'est les discounts sur une période de l'année, ou une période donnée, pardon, souvent 24 heures, ça va jusqu'à 72 heures. Vous allez dire, voilà, et c'est en avant sur Amazon, dans ce qu'on appelle les ventes flash. Vous en avez effectivement tous les jours. Vous avez les coupons. Les coupons, c'est une logique plutôt de client qui est allé sur votre fiche produit et qui va voir en fait qu'il a droit à un coupon, à une remise de X% que vous lui faites parce que vous lancez un nouveau produit, parce que vous voulez faire la promotion d'un produit. Et il y a une partie dans Amazon en haut à droite où vous pouvez cliquer sur tous les coupons et vous voyez tous les coupons de la journée. Donc, globalement, c'est aussi un moyen de promotion. Et enfin, il y a les opérations spéciales sur les temps forts. Le plus fort étant le Black Friday, qui n'est plus maintenant où se tourner depuis une semaine. Et globalement, là, il va falloir effectivement faire un mix de pubs et de promotion pour pouvoir être éligible et effectivement être visible. Il y a aussi le Friday et puis d'autres événements spécifiques. Après, ces opérations spéciales, type Black Friday, pour l'avoir sur un certain nombre de clients, c'est valable en fait sur, c'est tellement devenu en fait courant, en tout cas quelque chose de recherché, qu'en fait les résultats sont très peu probants si vous n'êtes pas en fait dans un marché où il y a une vraie appétence, soit pour la fin de l'année, donc tout ce qui est jouets, cadeaux, etc., où là vous avez intérêt à y aller, ou sur tout ce qui est lié effectivement à des gros produits où les gens attendent, ou des produits chers, où les gens vont attendre en fait cette période-là pour acheter votre produit, un peu comme les seuls. Mais quand vous êtes sur des produits quotidiens ou courants, en fait,
l'investissement dans le Black Friday a en général aucun impact sur vos ventes ou très peu de résultats. Donc, en tout cas, le ROI, il n'est pas mal. Donc, bien penser là aussi que ces événements, ils ont un intérêt que si, par rapport à votre activité, il y a un intérêt à y aller, tout simplement. Vous connaissez quand même mieux vos acheteurs que tout le monde. Donc, c'est à vous de savoir si effectivement, c'est des périodes fortes pour vous, vous avez intérêt à y aller ou pas. Les outils marketing, ce qu'on appelle les fiches à plus et autres contenus marketing d'Amazon. C'est très important, mais c'est réservé aux gens qui sont propriétaires de la marque ou aux distributeurs qui ont un contrat d'exclusivité sur une marque en France, par exemple. Sur tout ce qui est distributeur, en fait, on ne peut pas utiliser ces outils-là. Ils sont réservés, en fait, aux propriétaires de marque. Alors, ils ont plusieurs logiques. Un, ils renforcent tout simplement la réassurance pour l'acheteur. Vous vendez des cosmétiques, vous mettez dans ces outils-là que tous vos certificats de qualité, votre label, votre ADN, tout ce que vous voulez. Il augmente la visibilité dans l'algorithme. L'algorithme prend en compte le fait que vous avez une fiche à plus ou que vous n'en avez pas, parce que je vous rappelle que le but d'Amazon, c'est de mettre en avant les produits les plus beaux, les fiches produits les plus belles, pour que les clients achètent chez lui plutôt que chez un autre. Ils sont aussi en concurrence avec les autres marketplaces. Donc, ils cherchent là aussi à mettre en avant, entre guillemets, la meilleure information pour l'utilisateur final. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'ils sont passés devant Google en termes de moteur de recherche. Et puis, ça augmente le taux de conversion. Alors, globalement, il y a en fait trois actuellement, mais bientôt 4 outils en fait sur Amazon, ce qu'on appelle les outils marketing. Il y a ce qu'on appelle la fiche à plus smart, c'est ce qu'il y a en bas, en général, d'une fiche produit. Ça présente, on va dire, la marque. Donc, ça présente votre ADN, tout simplement. C'est là où vous allez mettre en avant votre ADN, vos savoir-faire, pourquoi, comment. Et généralement, il faut faire du storytelling parce que les gens aiment bien les histoires. Hein, donc, il faut raconter des histoires. La fiche à plus de détails, elle va plus être liée, en fait, elle va être en dessous de la fiche marque, toujours sur la fiche produit. Elle va avoir un rôle, elle, plus de mettre en avant, en fait, le produit, des informations sur le produit lui-même. Mais surtout, elle va permettre en fait de faire ce qu'on appelle du cross-selling. Ça va permettre notamment de mettre un tableau avec d'autres produits, avec des liens directs qui vont permettre de faire du cross-selling sur cette fiche-là vers d'autres produits. Enfin, le store, c'est un mini site web qui est au sein en fait d'Amazon, et pas qu'au sein d'Amazon. C'est-à-dire que si votre marque commence à intéresser Amazon, Amazon va se servir de votre store en fait pour acheter des mots-clés sur Google et faire que votre store soit présent sur Google. Donc en fait, c'est un mini site web mais qui a donc la particularité de vraiment c'est un site web. Vraiment, il va permettre de mettre tous vos produits, d'avoir un discours, d'avoir une image, d'avoir une présentation à peu près identique à votre site web. C'est un mini site web au sein d'Amazon. Et puis bientôt, ce qui existe aux États-Unis, mais bon, qui va arriver en France, parce qu'il faut savoir qu'Amazon teste toujours aux États-Unis, ce qui après apporte dans les autres pays. Bientôt, ils vont mettre un fil Twitter ou Instagram sur les fiches produits, où vous aurez la possibilité en fait de faire des posts comme vous le faites aujourd'hui sur Instagram pour mettre en avant vos produits. Donc c'est en test aux États-Unis, ça devrait arriver bientôt en France, je pense à la fin d'année, l'année prochaine, et on aura un vrai fil Instagram en fait sur la fiche produit, tout simplement. Ensuite, la logistique. Le fil Instagram, on n'est pas déjà sur Alibaba ou AliExpress? Alors c'est différent parce que Alibaba, comme Tao, qui est là, en fait l'Amazon, on va dire, d'Alibaba en Chine, c'est plus un Instagram déjà de naissance qui est devenu une marketplace. En fait, il faut savoir qu'entre ce qui se passe en Asie et ce qui se passe en fait en Europe et aux États-Unis, en fait, les modes de fonctionnement et de comportement sont différents. Les Chinois et les Asiatiques sont beaucoup plus habitués à travailler à partir des réseaux sociaux, donc à faire des achats. C'est pour ça que le live shopping marche extrêmement bien là-bas. Je ne sais plus, je crois que c'est genre de 70% des ventes se font par live shopping, parce qu'ils sont habitués en fait d'avoir un fil, on va dire Instagram, ou équivalent à Instagram, un fil réseau social, qui va faire qu'ils achètent. À l'inverse, en France, Amazon a lancé le live shopping, Cdiscount a lancé le live shopping, la Fnac a lancé le live shopping, ça marche bien. Donc d'ailleurs, ils sont fermés, d'autres boutiques. Donc, il ne faut pas comparer en fait vraiment les pays asiatiques et la démarche en fait européenne et américaine. Et d'ailleurs, il faut savoir qu'Amazon est assez peu présent en Asie, pas en Chine où ils n'ont pas le droit de toute façon. Donc, il existe en fait deux modes de livraison sur Amazon. Quand on est sur la marketplace,
Et aujourd'hui, de plus en plus de marketplaces proposent ces deux modes. C'est-à-dire que les marketplaces cherchent en fait ce qui a fait, il faut pas oublier, ce qui a fait la force d'Amazon, c'est sa livraison. C'est son interface utilisateur, c'est son service client qui rembourse à la moindre demande, mais c'est aussi sa capacité à livrer sur Paris en 12 heures, sur la province en 48 heures maximum. Donc, ce qui a fait leur force. Donc, en fait, ils ont un système, ce qu'on appelle le FBA. Le FBA, c'est tout le monde by Amazon, c'est que vous mettez vos produits en dépôt-vente dans les stocks d'Amazon et c'est Amazon qui va livrer le client final. Le deuxième système, c'est ce qu'on appelle le FBM, Fulfillment by Merchant, maintenant ils ont appelé même le MS7, mais peu importe, c'est globalement, c'est la commande arrive sur Amazon, mais c'est vous qui livrez avec votre propre logistique. Avantage et inconvénient de ces deux modes. En fait, le FBM, il a un avantage, c'est que c'est vous qui livrez. C'est vous qui gérez vos coûts de stockage, c'est vous qui gérez vos prix de livraison. La seule chose dont il faut faire bien attention, c'est les KPI. C'est-à-dire que Amazon, si vous ne respectez pas vos délais de livraison, va très vite sanctionner votre compte, voire le fermer. À l'inverse, le SBS, c'est-à-dire livré par Amazon, ça a d'autres avantages. Le premier, c'est que tout simplement, vous n'avez pas besoin d'une logistique B2C si vous n'en avez pas. Donc, tous mes clients, par exemple, qui font du B2B, n'ont pas de centre logistique B2C, donc se servent en fait d'Amazon pour le faire. Et puis, globalement, ils gèrent aussi la relation client sur tout ce qui est pilotage, tout ce qui est chronophage quand même. Et puis, surtout, le vrai intérêt, c'est qu'en fait, même s'ils ne le disent pas et qu'ils se sont fait attaquer dessus aux États-Unis, que maintenant, c'est soi-disant plus le cas, dans la réalité, c'est que le moteur, en fait, il privilégie tout simplement le livrer par Amazon. Pourquoi? Parce que là, ils sont sûrs de la qualité et quoi qu'il se passe. Et puis, il y a un autre intérêt, c'est qu'il est financier. L'axe stratégique d'Amazon en ce moment, c'est de partir et de devenir un logisticien à part entière. C'est-à-dire que globalement, vous pouvez déjà, quand vous avez votre stock chez Amazon, livrer n'importe votre site e-commerce ou même une autre marketplace, on appelle les commandes externes. Ils ont lancé là aux États-Unis un service logistique où Amazon va venir chercher directement les commandes dans votre usine pour livrer en fait vos clients avec un engagement de 5 jours maximum partout aux États-Unis. Donc ils sont en train de développer en fait leur force logistique pour concurrencer n'importe quel logisticien avec en fait les engagements d'Amazon et leur savoir-faire qu'ils ont eu grâce à la marketplace. Donc c'est un vrai intérêt. Donc après le conseil, moi que je donne toujours à mes clients, c'est qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle la rotation des stocks qu'on va voir après. Et donc il faut faire un mix en fait entre les deux. Il faut se servir du FBA parce que ça référence mieux les produits pour vos produits phares, vos produits qui marchent bien. Et puis inversement, il faut se servir de la livraison par jour, si vous en avez une, uniquement pour les produits qui sont à faible rotation. Et puis après, il y a des astuces pour faire que vos fiches produits qui sont à faible rotation soient globalement, se servent en fait de vos fiches produits avec beaucoup de rotation pour être quand même visibles. Donc, après, c'est des astuces de connaître effectivement le modèle. Justement, on parlait de la rotation des ventes. Un des critères aussi du algorithme d'Amazon qui est important, parce qu'il est en concurrence, lui, avec tous les autres, les 240 sites en France et les 1 million et quelques dans le monde, selon les régions. Il est en concurrence avec les autres marketplaces ou les sites e-commerce. Donc, il va faire attention à ce qu'on appelle et mettre en avant des produits qui auront le plus de chances de se vendre, tout simplement. Et pour ça, il va mesurer ce qu'on appelle le sales velocity, qui va être en fait le nombre de ventes sur la rotation du stock. Plus un produit se vend, plus Amazon va avoir intérêt à le mettre en avant sur son site, mais aussi en extérieur. Il ne faut pas oublier, je l'ai dit tout à l'heure, Amazon est le premier client Google en achat de mots-clés. Et d'ailleurs, il suffit de faire n'importe quel test, vous connaissez votre activité, vous connaissez votre mot-clé, tapez votre mot-clé sur Google, vous avez toutes les chances dans la première page d'avoir Amazon qui apparaît à un moment. Et les autres marketplaces d'ailleurs. Donc, il faut réfléchir effectivement aux produits que vous allez mettre en FBA parce que effectivement, c'est là où la rotation des stocks va être importante. Il faut effectivement sur le lancement de nouveaux produits, pas en mettre de trop, tout simplement. Il vaut mieux être capable de faire plusieurs réappros tous les 2 mois plutôt que des super je mets pour 365 jours, d'abord parce que ça immobilise du stock. Ensuite, parce que si vous ne vendez pas ce stock, il vous est retourné. Donc, ou il vous est facturé de façon hors de prix, parce qu'Amazon, même si c'est un logisticien, ne fait pas le métier de logisticien. Donc, globalement, il va considérer qu'un stock qui a plus de 271 jours chez lui, ça ne lui rapporte rien, donc il facture.
et ils facturent avec lourd. Sur des produits déjà en vente, effectivement, il va falloir en fait soutenir en permanence pour augmenter cette vélocité. Il va falloir se servir de la promotion, tout simplement, pour continuer à garder effectivement une visibilité. En petite synthèse, vite fait, puis je pense que j'ai beaucoup parlé, donc après je vais vous laisser poser des questions. La visibilité des produits sur Amazon, donc en synthèse, elle est avant tout pilotée par des algorithmes, donc il faut comprendre ces algorithmes. Mais je parle d'Amazon, mais même les autres marketplaces, il faut comprendre en fait ces algorithmes pour pouvoir effectivement se rendre le plus visible possible, tout simplement. Il faut savoir aussi susciter l'intérêt, mais là on revient dans le commerce de base, hein, de toute façon, n'importe quel commerce qu'on fait, qu'on ce soit de la pub, de la promotion ou de la présentation, il faut savoir vendre ton produit, il faut avoir des arguments, il faut avoir du wording, il faut avoir du storytelling, il faut avoir un ADN, il faut avoir quelque chose, on va dire, de différenciant, parce que si on n'a rien de différenciant, en tout cas, si on n'essaye pas d'avoir quelque chose de différenciant, on va se battre que sur le prix, hein, mais ça c'est pas tout pareil, je ne vous apprends rien. Il va savoir se servir effectivement du fulfillment pour favoriser quelque part vos produits globalement. Mais donc la visibilité elle est essentielle, elle passe par tout ça.